Bien, il est temps d'accueillir notre premier invité de l'après-midi. Il s'agit de Valérie Peugeot du Conseil national du numérique. Applaudissements, elle arrive sur scène, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Valérie, donc on va vous laisser évidemment faire votre présentation et on va se retrouver juste après pour 5 minutes de questions aux côtés de Valérie Peugeot. Donc n'hésitez pas à tweeter et ainsi de suite. D'ailleurs, je rappelle au passage que nous avons dépassé la barre des 500 tweets depuis ce matin, ce qui est plutôt pas mal dans une salle où nous sommes qu'environ moins de 200, hein, si je comptabilise bien. Voilà, merci beaucoup Valérie. Excusez-moi pour cette petite intervention. Non, il fallait préciser ce chiffre. Bonjour à tous. D'abord, merci à Gilles Brégan, merci à toute l'équipe de l'agence pour leur invitation. Vous avez choisi de donner pour titre à cette conférence « Les fréquences au service de l'individu ». Et c'est en partant de cette injonction positive que vous nous adressez, se mettre au service de l'individu, que je souhaiterais à mon tour partager quelques réflexions avec vous. Plus que des réflexions, c'est un petit voyage sémantique auquel je souhaite vous convier. Comme d'autres, et je ne vous jette pas la pierre, vous avez choisi ce matin de parler de ville intelligente, traduction maintenant usuelle du terme smart. Pour ma part, et là je vais être un petit peu provocatrice, je souhaiterais que nous cessions de parler de ville intelligente, et ceci pour 2 raisons principales. La première, c'est que pour quelque temps encore, je souhaiterais laisser le bénéfice de l'intelligence aux humains, même si, quand on lit nos journaux le matin, on peut avoir quelques doutes sur la pertinence de cette exclusive. Mais c'est un autre sujet qui nous emmènerait très loin. La deuxième raison est liée au fait que ce qualificatif d'intelligent, tel qu'il est utilisé dans le monde numérique, ne répond pas, me semble-t-il, aux ambitions que nous pouvons nous adresser collectivement quand on pense le futur de la ville et plus généralement le futur des territoires dans le milieu numérique que nous construisons les uns et les autres, chacun avec nos métiers. La ville ambitieuse de demain, je la vois d'abord pétrie de citoyenneté active. Trop souvent, la ville connectée est pensée uniquement comme une ville servicielle, une ville descendante dans laquelle les technologies joueront certes un rôle déterminant en termes de gains en efficacité des administrations, des services au public, des mobilités. Tout ceci a été largement évoqué et présenté ce matin, je n'y reviens pas. Et tout ceci est bien entendu vrai et tout ceci est bien entendu utile. Mais je crois que nous pouvons être encore plus audacieux et renouer avec les utopies pragmatiques des inventeurs de l'Internet et du PC. Nous pouvons véritablement mobiliser les technologies du numérique au service d'un gain en pouvoir d'agir, empowerment en anglais, des habitants, et au service d'une agilité entendue au double sens de l'agilité à changer, à faire face à la nouveauté dans cette époque de transition que nous traversons, et de l'agilité au sens informatique, c'est-à-dire d'un développement co-construit entre les développeurs, les ingénieurs et les utilisateurs. Ce matin, j'ai entendu 2 termes qui aussi, je continue dans mon voyage sémantique, qui m'ont un peu dérangée. J'ai entendu parler d'acceptabilité, d'évangélisation. Ces 2 termes, à mon sens, sont un peu, méprisants pour les habitants et citoyens que nous sommes, parce qu'ils sous-entendent que finalement, les citoyens n'ont rien compris. Progressivement, on va leur faire comprendre, on va leur faire accepter des technologies qui viennent d'en haut. Je pense que ce n'est pas la bonne manière pour nous tous d'aborder la question. Et je préférerais, plutôt que de parler d'acceptabilité et d'évangélisation, parler de littératie numérique, au sens de montée en compétences collectives de chacun d'entre nous, dans notre capacité à vivre, travailler, évoluer, nous déplacer dans un monde numérique. Et en plus de la littératie numérique, je pense que nous devrions plutôt évoquer l'idée d'une co-construction de notre devenir numérique avec nos concitoyens. Certaines municipalités, certains territoires n'attendent pas pour prendre le chemin de cette co-construction. Je vais prendre 2 exemples volontairement à l'étranger pour ne froisser personne. Je pense à la ville de Rotterdam qui, par exemple, a co-construit avec ses citoyens et cofinancé également un projet urbanistique qui s'appelle I Make Rotterdam. Je pense à la ville de Barcelone qui maille son territoire de Fab Lab, ces lieux ouverts à la créativité citoyenne qui sont au XXIe siècle numérique, ce que les bibliothèques ont été au XXe siècle analogique, pour ne prendre juste que 2 exemples.
Mais au-delà des municipalités qui sont dans cette co-construction, on observe aussi que les habitants n'attendent pas et que tous les jours dans les territoires, on voit fleurir des innovations sociales. Qu'est-ce que j'appelle innovation sociale? Ce sont des réponses apportées par les habitants, par les citoyens, par les individus, à des besoins qui ne sont pas couverts ni par le marché ni par la puissance publique, et dans lesquels ces réponses, dans lesquelles le numérique joue un rôle de plus en plus actif, ne serait-ce que pour disséminer les expériences. J'insiste sur le terme d'innovation sociale, car je pense que il est le pendant indispensable de l'innovation technologique et économique et qu'il nous faut marcher sur ces trois pieds en permanence si nous voulons être en capacité de faire face aux défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés. Quand les habitants se mettent à consommer sur un mode plus collaboratif, en se prêtant entre voisins des biens culturels à travers une plateforme comme Prêtou ou des objets à travers une autre plateforme comme Pirbi, quand ils se donnent des biens dont ils n'ont plus l'usage avec une plateforme comme Co-Recyclage, quand ils ouvrent leurs véhicules aux pratiques de covoiturage, quand ils construisent du circuit court avec Troc Légumes ou La Ruche qui dit oui, etc., etc., ils participent, en s'appuyant sur le numérique, à une ville peut-être un peu moins dans l'hyperconsommation et plus encline à créer du lien social de proximité dont nous avons absolument besoin aujourd'hui. Et quand les habitants se forment eux-mêmes à construire leurs éoliennes ou à trouver le financement des panneaux solaires pour ne pas attendre l'action étatique face au changement climatique, ils sont effectivement les acteurs d'une ville agile et citoyenne. Le territoire de demain, je le vois également construit autour de biens communs, c'est-à-dire des ressources partagées, qui ne sont l'objet ni d'une privatisation ni nécessairement d'une propriété publique, mais puissent au contraire être mobilisées au service de logiques d'intérêt collectif. Je pense d'abord, et vous l'aurez compris, à davantage de spectres ouverts, sans licence, comme cela a été proposé par Joël Toledano dans son rapport, proposition que je ne peux que saluer et qui a été citée à nouveau d'ailleurs ce matin par Olivier Hersan. Je pense aussi à des connaissances partagées, comme des données ouvertes, que celles-ci soient libérées par l'État, par des collectivités territoriales ou par des entreprises en charge de services au public. Je pense aussi aux données construites par le travail des foules des habitants. De nombreuses collectivités en France et dans le monde se sont engagées dans la voie de l'open data, mais cela a été dit aussi ce matin, ce mouvement est trop lent, beaucoup trop lent. Nous avons besoin de l'amplifier, non seulement par le nombre de territoires qui s'engagent dans la voie de l'open data, mais aussi par la qualité et la diversité des données qui sont mises à disposition de tout un chacun pour que nous puissions tous innover à partir de cette connaissance en commun. Mais d'autres questionnements liés aux données nous attendent, avec l'Internet des objets, avec la multiplication des capteurs dans les territoires urbains, mais aussi ruraux. Cette multiplication de ces dispositifs apporte deux ruptures essentielles. La première est liée à notre entrée dans ce que j'appelle l'ère de la technologie de l'invisible. Vous savez que ces dispositifs s'appuient sur des technologies de plus en plus miniatures, des MEMS, des NEMS, etc. On va vers le nano. Ceci pose un enjeu démocratique de taille. Qui saura où sont dispersés ces dispositifs dans le territoire urbain? Qui aura accès à l'information produite? Qui pourra s'en servir et dans quelle finalité? La sociologue Saskia Sassen réclame que les infrastructures de la ville soient accessibles, condition pour que les citoyens qui les utilisent soient en prise avec leur ville. Comment allons-nous construire cette accessibilité aux infrastructures de l'invisible? Je pense que l'agence, l'ANFR, qui travaille déjà depuis longtemps dans des technologies en partie de l'invisible, est bien passée pour jouer un rôle en la matière. Et notamment, j'ai cru comprendre que c'était en bonne voie, j'invite l'agence à placer sous licence libre ces données, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Je pense aux données d'emplacement des antennes relais et aux mesures des champs électromagnétiques. Le second questionnement lié à ces données porte sur la valeur liée aux données qui vont être produites en masse. Quand je parle de valeur ici, je ne pense pas nécessairement à la valeur marchande de la donnée, ce qui est en général ce auquel on pense spontanément dans notre univers, mais je pense plutôt à sa valeur d'usage. Se pose la question du partage de la valeur de ces données produites par l'Internet des objets, produites par les wearable technologies, ces technologies de l'intime qui sont près de nos corps, demain dans nos corps, comme par les villes connectées. Une part essentielle de ces données sont coproduites par les individus et par les plateformes qui les recueillent et les gèrent.
Nous sommes vraiment de plein pied dans ce que Bernard Stiegler, le philosophe, appelle l'économie de la contribution. Une contribution dont nous sommes tous et toutes parties prenantes à travers, consciemment ou inconsciemment, à travers chacun de nos actes outillés du numérique. Puisque nous sommes tous contributeurs, comment allons-nous partager cette valeur de ces données coproduites entre les plateformes, les individus et la société tout entière? Pour ce qui est de la société tout entière, cela pose bien sûr la question de l'impôt. Vous savez qu'il y a maintenant 2 ans, un rapport avait été remis par Colin et Colin qui préconisait d'imaginer une fiscalité du numérique du futur qui s'appuie sur ces données. Depuis, le Conseil national du numérique a aussi rendu un rapport sur la fiscalité du numérique. Ce sont des pistes, je ne dis pas que ce sont des solutions, mais ce sont des pistes que nous avons besoin d'explorer. Mais nous devons aussi penser à la fois dans un même temps la restitution des données personnelles aux individus qui en sont les coproducteurs. Et l'ouverture de certaines de ces données agrégées et anonymisées, bien entendu, produites par nos objets et nos territoires connectés, pour qu'elles puissent devenir des communs. Ce qui implique aussi un travail juridique pour imaginer des licences qui à la fois permettent ce partage des données, mais aussi les protègent contre des abus, un point qui a été soulevé ce matin. Là encore, les citoyens n'attendent pas l'action étatique pour produire de l'information en bien commun. Quand les contributeurs d'OpenStreetMap recensent dans leurs outils de cartographie libre la localisation des bornes à incendie ou les défibrillateurs, ils construisent un commun de la connaissance qui est utile à tout un chacun. Quand les habitants de la ville de Brest se forment à l'usage des wikis pour contribuer à nourrir Wikipédia avec des informations sur les lieux qui leur sont remarquables à leurs yeux, ils donnent à voir une image de leur territoire qui n'est pas une voie institutionnelle, mais le fruit de l'accumulation de leurs savoirs, profanes ou savants. Quand le Media Lab Prado à Madrid permet aux habitants de fabriquer eux-mêmes des capteurs open source pour évaluer la qualité de l'air de leur ville, il leur donne les moyens de produire et partager en commun une information essentielle. Je pourrais là aussi multiplier les exemples. La ville de demain, je la vois enfin coopérative. Quand je dis coopérative, je pense bien entendu à la coopération entre toutes les parties prenantes de la ville, car il ne saurait y avoir d'innovation sociale ou de commun sans coopération. Mais je pense aussi à la coopération entre les villes. Trop souvent, les promoteurs de la Smart City nous assurent que le déploiement des technologies assurera aux villes qui en auront fait le choix un avantage compétitif dans le cénacle des villes-mondes et que seules les villes les plus avancées technologiquement parlant seront à même d'attirer un capital culturel qui leur permettra de se développer. Cette vision de la ville en compétition me semble en grande partie anachronique, tant les problèmes auxquels les villes vont devoir faire face dans les décennies de transition à venir leur sont similaires. Absorber des flux migratoires massifs, réduire drastiquement leur empreinte écologique ou faire face aux effets du changement climatique comme la réorganisation pour évacuer des eaux de pluie concentrées, réduire les inégalités sur fond de croissance atone, faire face à la disparition structurelle de l'emploi tel que nous l'avons connu, ça a été évoqué ce matin aussi. Voilà quelques-uns des défis qui attendent la plupart des territoires de la planète à un moment où les États tendent à se désengager aussi bien financièrement que politiquement. Et seules des logiques coopératives, le partage des imaginaires comme des solutions, des dynamiques de co-innovation urbaine, mais aussi la construction d'une gouvernance mondiale appuyée, entre autres, sur les territoires, permettra d'être à la hauteur de ces enjeux. Donc, vous l'aurez compris, plutôt que de parler de ville intelligente, je préfère parler de la ville aux 5C, la ville connectée et communicante, bien entendu, mais surtout la ville des connaissances en commun, la ville coopérative et surtout la ville co-construite avec ses citoyens. Et de tous ces sujets et de bien d'autres, je vous invite à débattre, bien sûr avec moi si vous le souhaitez, mais surtout dans le cadre de la concertation que Luc Bello a bien présentée, et je le remercie parce qu'il m'a ouvert la voie ce matin. Cette grande concertation que le Conseil national du numérique a lancée à la demande du Premier ministre depuis début octobre. Je pense, et j'insiste à nouveau, cela a été dit, mais je reviens sur ce point, cette concertation est un temps essentiel. Nous n'en aurons pas tous les ans des équivalents. D'abord parce que c'est un travail considérable, mais surtout parce qu'on ne vote pas la loi tous les jours. Et donc, il est indispensable que vous tous, vous puissiez participer. On a vu ce matin jaillir des tables rondes un certain nombre d'idées tout à fait opérationnelles, tout à fait concrètes, que vous puissiez les injecter dans cette concertation. Un point sur lequel j'insiste, oui, bien sûr, il y a une loi en préparation et qui devrait
on l'espère, sortir entre la fin du premier trimestre et le début du deuxième trimestre, mais à la limite, peu importe la date. Mais les fruits de cette concertation vont nous nourrir bien au-delà de la loi. Vous savez que la loi n'est pas le seul appareil de l'action publique. Bien heureusement, il y en a plein d'autres. Donc tout ce qui va sortir dans le cadre de cette concertation va nourrir notre imaginaire politique bien au-delà de l'adoption de cette grande loi sur le numérique, d'où son importance. Pour ceux qui n'ont pas pu encore se renseigner sur cette concertation, elle porte sur 4 axes. Le premier axe est lié aux questions d'économie, bien sûr, de croissance, d'innovation, de disruption, de désintermédiation. Le second, que l'on a intitulé « Loyauté du monde numérique », porte sur les questions de données, d'algorithmes, de vie privée. Le troisième s'intéresse à la transformation de l'action publique dans une société numérique. Et le quatrième inclut des grandes questions de société comme l'éducation, la santé, l'inclusion. Donc vous voyez, peut-être pas sur l'ensemble de ces 4 axes, mais en tout cas sur 2 ou 3 d'entre eux, je suis certain que chacun d'entre vous a des choses à apporter, des contributions à apporter. Comment se passe cette concertation très concrètement? Il y a une plateforme en ligne dans laquelle chacun d'entre vous peut déposer des contributions, soit à titre personnel, soit à titre d'une entreprise, soit à titre d'un collectif, mais aussi des rencontres physiques. Il y en a 4. La première se tient à Lille ce vendredi, la seconde aura lieu à Strasbourg le 9 janvier, la troisième à Bordeaux le 19 janvier et une quatrième probablement à Nantes, ce n'est pas encore tout à fait sûr, suivra dans la foulée. Mais vous pouvez aussi, et ça je crois que c'est un point très important, organiser vous-même un certain nombre de rencontres. Il y en a déjà 40 en ce moment qui sont en préparation à travers toute la France, portées qui par des entreprises, qui par des collectivités territoriales, qui par des regroupements citoyens. Et le secrétariat général du Conseil national du numérique est à votre disposition pour vous aider à organiser ces événements et à préparer tout un matériau qui peut vous aider à les organiser. Donc, n'hésitez pas, vraiment, je redis ce qu'a très bien dit Luc Belot ce matin, je vous invite plus que chaleureusement à contribuer à cette grande concertation qui va nous permettre de dessiner ensemble les contours de la société numérique de demain. Et je vous remercie. Allez, on va saisir l'opportunité de vous poser quelques questions. Qui veut démarrer ? Alors, en attendant que vous réfléchissiez à la question que vous souhaitez poser à Valérie Peugeot, moi j'ai noté 2 choses. D'abord, la ville des 5C. Je trouve que c'est une belle façon de résumer finalement ce que sera le monde numérique de demain. Mais il y a un tweet qui est passé et qui est passé sous forme de question, donc je vous la pose. Comment construire l'accessibilité des citoyens aux infrastructures de l'invisible ? Eh bien, par la transparence. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai invité l'agence à être dans cette transparence, mais encore une fois, je crois que c'est déjà dans les tuyaux, si je puis dire, à rendre non seulement des infrastructures interopérables, je sais que c'est un sujet qui a été abordé, je crois, ce matin dans la table ronde sur l'IoT, mais également d'avoir une capacité de l'ensemble de la société, à savoir où sont les capteurs, qui a la main sur eux, qui peut utiliser les données, qui peut en faire quoi. Donc il faut absolument préparer nos bases de données, les outiller, notamment avec des métadonnées associées qui permettent de savoir systématiquement quand une donnée circule, quels sont les droits d'usage qui y sont attachés, pour qui, avec qui, à quelles conditions. Donc il y a un travail d'imaginaire juridique à faire qui doit accompagner l'élaboration, enfin je dirais l'explosion des mégadonnées, et ce n'est pas uniquement un travail technique si nous voulons aller vers cette transparence et cette capacité d'usage multiple. Alors vous parlez d'évangélisation et vous dites que le mot ne vous convient pas bien. Est-ce que vous pensez tout autant que le grand public est intéressé par tous ces sujets ou ce qui l'intéresse surtout, c'est de savoir qui peut utiliser un objet facile d'accès, facile de compréhension, sans pour autant connaître toute la préparation et l'organisation numérique? Je pense que nous sommes vraiment à un moment de rupture à cet égard.
Nous sortons d'une phase de grande consommation passive où effectivement on nous a appris à pousser le chariot, à pousser le caddie, si je puis dire, et donc à ne pas nous soucier ni de ce qui se passait en amont dans la préparation, la construction, la fabrication d'un objet, ni de ce qui se passe en aval, le recyclage, les déchets, etc. Et on voit bien que ce système n'est plus tenable. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de nous désintoxiquer de cette culture d'une consommation passive, et le numérique est à la fois un prétexte et une opportunité et un vecteur pour cette désintoxication de la passivité. Mais bien sûr, cela s'accompagne. Quand je dis que ça s'accompagne, ça veut dire, je parlais tout à l'heure de littératie numérique, ce bouquet de compétences dont nous avons besoin pour être des acteurs, des citoyens à part entière d'une société numérique. Eh bien, cette littératie numérique, elle s'acquiert, elle doit s'acquérir d'abord à l'école. C'est pour ça que le Conseil national numérique vient de publier un rapport qui s'appelle Jules Ferry 3.0, qui essaye vraiment d'inviter l'école à se transformer pour s'emparer du numérique, pas seulement à la marge, mais pour s'en servir comme d'un outil de changement de ses pédagogies. Et nous avons prévu aussi, dans le cadre de cette littératie numérique, une initiation à la culture informatique pour chacun d'entre nous. Je dis bien culture informatique ou science informatique et non pas code comme on l'entend trop souvent, parce que la science informatique, c'est le moyen d'être les maîtres des machines et de ne pas les subir. Et il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que les enfants et les jeunes. Nous avons aussi, dans un précédent rapport qui était lié à une saisine sur les questions d'inclusion numérique, invité le gouvernement à mailler le territoire, enfin le gouvernement et les collectivités territoriales, à mailler le territoire de lieux de médiation numérique pour que là encore, chacun d'entre nous puisse, tout près de chez soi, à proximité, trouver qui un EPN, un espace public numérique, qui un coworking, qui un Fab Lab, enfin un tiers-lieu au sens général, dans lequel il va pouvoir effectuer cette montée en compétences dont nous avons tous besoin. C'est dans les grandes villes, mais si on non, regarde c'est autour pas du que dans les pays, grandes non, villes. pas forcément. Non, oui, évidemment, c'est plus facile. Ils se sont développés prioritairement dans les grandes villes, mais on voit aujourd'hui des territoires, y compris ruraux, avec des dispositifs nomades qui se mettent en place et qui permettent aussi de faire ce travail d'accompagnement dans la montée en compétences collectives. Donc soyons conso-acteurs, en fait, hein, c'est ça que vous voulez dire. Tout à fait. Merci beaucoup Valérie Peugeot de votre intervention. Merci, applaudissements s'il vous plaît.